l'ascension et la chute de Rome. Rome, ce n'était pas seulement l'un des plus grands empires de l'histoire, c'était l'empire qui a façonné les bases du monde moderne. À son apogée, il dominait d'immenses territoires, de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Mais son influence n'a pas disparu avec sa chute. De l'architecture et l'ingénierie au droit, à la politique, à la langue, et même au calendrier que nous utilisons aujourd'hui, l'héritage de Rome est toujours présent, tissé dans la vie quotidienne de façon que nous ne remarquons même pas souvent. Romulus et Rémus, les jumeaux légendaires. Pour beaucoup, la fondation de Rome évoque l'histoire de Romulus et Rémus. C'est une histoire pleine de drames, de jumeaux, de dieux, de trahisons, et même d'une louve. D'après la légende, Rome fut fondée le 21 avril 753, avant notre ère. Romulus et Rémus étaient censés être des descendants d'Énée, le héros troyen qui a fui la ville en flammes de Troie et s'est finalement installé en Italie. Leur grand-père, le roi Numitor d'Albe la Longue, a été renversé par son frère Amulius. Pour empêcher l'apparition d'héritiers, Amulius obligea la fille de Numitor, Rhea Silvia, à devenir Vestale, ce qui signifiait qu'elle était vouée à la chasteté. Mais Mars, le dieu de la guerre, tomba amoureux d'elle, et elle donna naissance aux jumeaux Romulus et Rémus. Amulius ordonna que les bébés soient jetés dans le fleuve Tibre pour qu'ils se noient, mais le destin en avait décidé autrement pour eux. Une louve les trouva et les allaita. Plus tard, un berger les découvrit et les éleva comme ses propres enfants. Devenus adultes, les frères renversèrent Amulius et rendirent le trône à leur grand-père. Puis, à l'endroit où la louve les avait sauvés, ils fondèrent une ville. La naissance de Rome fut rapidement suivie d'une tragédie. Après une querelle, Romulus tua son frère. Il devint alors le premier roi de la nouvelle ville fondée, nommée Roma en son honneur. Au IIIe siècle avant notre ère, cette histoire était largement acceptée dans la culture romaine. Des pièces de 269 avant Jésus-Christ montraient déjà la louve et les jumeaux. Cette histoire était populaire, oui, mais ce n'était qu'un mythe parmi tant d'autres. D'autres mythes sur les origines de Rome. Les sources antiques racontent au moins 60 histoires différentes sur la fondation de Rome. Par exemple, une légende attribue la fondation à une femme nommée Rome qui a fui Troie avec Énée. Elle décida que l'emplacement de Rome était l'endroit parfait pour s'installer, et pour s'assurer que personne ne parte, elle brûla les navires. Une autre histoire lie Rome à Ulysse, affirmant que Romas, fils d'Ulysse et de la magicienne Circé vivant sur une île près de l'Italie, a fondé Rome. Ces mythes ne sont certes pas exacts historiquement, mais ils gardent leur valeur. Ils révèlent comment les Romains se voyaient comme un peuple ouvert aux étrangers et aux influences diverses. Contrairement aux Grecs, qui insistèrent sur la continuité de l'origine, les Romains avaient une vision très différente. Prenez les Athéniens, par exemple. Ils croyaient que leurs ancêtres étaient littéralement sortis de la terre elle-même. Les Romains, en revanche, considéraient leur ville comme un lieu accueillant, où tout le monde, même les criminels, pouvait faire partie de la communauté. L'ouverture aux étrangers a joué un rôle clé dans l'ascension de Rome au pouvoir. Ainsi, la tradition romaine admet que la plupart des rois de Rome étaient d'origine étrangère. Un autre mythe célèbre sur la Rome antique suggère que la ville aurait débuté comme une communauté romano-sabine mixte. Comme Romulus n'avait que des hommes pour compagnons, afin d'assurer la croissance de leur cité, les premiers Romains avaient besoin d'épouses. Ils ont conçu un plan audacieux. Inviter les Sabins à un festival, puis enlever les femmes sabines. Cet acte déclencha une guerre entre les Romains et les Sabins. Mais ce furent les femmes sabines elles-mêmes qui se sont opposées au combat, en se plaçant entre leur père Sabin et leur mari romain, en implorant la paix. Leur bravoure a rapproché les deux groupes. Et finalement, les Sabins et les Romains se sont unis, et la ville est devenue plus forte en tant que communauté réunie. Romulus a même régné aux côtés du roi Sabin, Titus Tatius, pendant un certain temps, jusqu'à ce que Tatius soit mystérieusement assassiné. Que nous dit l'archéologie ? Les légendes laissent penser que Rome fut fondée soudainement, mais l'archéologie montre un tout autre aspect. La naissance de Rome a été un processus lent, qui s'est étendu sur des siècles. Les premiers signes d'occupation près du Forum remontent à environ 1000 avant notre ère, principalement des tombes à crémation. De petits villages sont apparus sur le Palatin, l'une des 7 collines de Rome, avec des cabanes et fortifications datées du milieu du 8e siècle avant notre ère. Cela correspond à la date traditionnelle de fondation de 753 avant notre ère. Les Romains conservaient sur le Palatin
une cabane attribuée à Romulus, qui servait alors d'attraction touristique. Cependant, il faut noter que la datation de cette découverte reste incertaine, et que Rome pourrait être plus ancienne. Avec le temps, les villages sur les collines se sont unis en une seule ville. La position de Rome sur le Tibre, près de routes comme la Via Salaria et la route du sel, a favorisé sa croissance. Au 7e siècle avant notre ère, les signes d'urbanisation étaient évidents. Des rues planifiées, des bâtiments monumentaux et des espaces publics comme le lieu de réunion du Sénat, la Curia Hostilia et le Comitium, où se tenaient les élections durant les années de la République. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Rome était déjà une ville prête à rivaliser avec les autres cités-États régionales. Les 7 rois de Rome, mythe et réalité. La tradition romaine attribue une grande partie du développement initial de Rome aux légendaires 7 rois. Le premier, Romulus, aurait créé le Sénat et divisé la société romaine en patriciens et plébéiens, la classe privilégiée et le peuple. Numa Pompilius, son successeur, est considéré comme le fondateur de la religion romaine. Il a également créé le calendrier romain, qui constitue la base du calendrier que nous utilisons encore aujourd'hui. Tullus Hostilius a étendu le territoire romain par la conquête, tandis qu'Ancus Marcius a fondé le port de la ville, Ostie, ouvrant Rome au commerce et à la mer. Les 3 derniers rois, Tarquinius Priscus, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquinius Superbus, Tarquin l'Arrogant, étaient d'origine étrusque, et la tradition leur attribue la construction de nombreux bâtiments importants dans la Rome antique. Les historiens estiment que les 7 rois, surtout les 4 premiers, ne sont pas historiques, mais des archétypes illustrant des phases de l'expansion de Rome. Il est improbable que seulement 7 rois aient régné sur 250 ans. Ces personnages aidèrent les Romains à expliquer les institutions et l'histoire de leur ville, avec des noms souvent symboliques. Par exemple, Numa est lié à Numen, un esprit divin, ce qui convient à un roi connu pour ses réformes religieuses. Les 3 derniers rois reflètent mieux la réalité. L'archéologie confirme certaines réalisations, comme la construction du temple de Jupiter Optimus Maximus au XVIe siècle avant notre ère. Cela ne prouve pas que toutes les légendes sur ces rois sont vraies. La tradition affirme que c'est Servius Tullius qui a organisé le premier recensement et divisé les citoyens en 5 classes, selon leur richesse. Ces classes étaient divisées en centuries, des unités qui rendaient l'armée plus loyale à l'État qu'aux élites locales, puisque les soldats venaient de tout Rome. Cette division avait aussi des conséquences politiques. La première classe comptait 80 centuries sur 193, ce qui signifiait que les plus riches avaient le plus d'influence dans la nouvelle assemblée, appelée l'assemblée des centuries, dans laquelle chaque centurie avait une voix. Les historiens d'aujourd'hui pensent que ces réformes n'ont pas été faites par une seule personne, elles se sont construites au fil du temps. Mais les Romains aimaient dire qu'elles étaient plus anciennes pour leur donner plus d'importance. Les Étrusques ont-ils conquis Rome ? Le fait que les derniers rois étaient étrusques soulève une question importante. Les Étrusques ont-ils conquis Rome ? Les Étrusques vivaient entre l'Arno et le Tibre et formaient alors la civilisation la plus puissante d'Italie. Les sources romaines ne mentionnent pas de conquête, mais certains historiens ultérieurs ont suggéré que les Romains étaient trop fiers pour admettre qu'ils avaient autrefois été gouvernés par les Étrusques. L'Italie antique était un creuset où Étrusques, Grecs et Latins s'influençaient fortement. Il est difficile de savoir précisément ce que Rome a emprunté, car les gens circulaient librement et partageaient idées et coutumes. Par exemple, Tarquin l'Ancien savait que les élites de sa ville étrusque ne l'accepteraient pas car son père était grec. C'est pourquoi il a tenté sa chance à Rome, plus ouverte aux étrangers. Il n'a pas eu le trône car les Étrusques ont pris Rome. C'était l'inverse. L'influence étrusque déjà présente à Rome lui a donné cette opportunité. Rome à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. À la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, Rome était passée d'un groupe de villages à une cité-État unifiée, avec près de 35 000 habitants. C'était la plus grande ville du Latium, pouvant rivaliser avec de nombreuses cités étrusques. Rome n'était pas encore aussi puissante que les grandes colonies grecques d'Italie. Bien que les bases de la future domination aient été posées pendant les règnes des rois, la véritable ascension de la ville vers la puissance viendrait plus tard sous un nouveau système politique, la République romaine. Salut à tous! Ceci est le premier épisode d'une série de 12 épisodes sur l'ascension et la chute de l'Empire romain,
que nous prévoyons de réaliser. Le contenu épisodique est nouveau pour nous, alors merci de laisser vos retours en commentaire. Merci de nous avoir suivis, et retrouvez-nous au prochain épisode sur l'ascension de la République romaine.